Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce cycle de conférences et un film qui vont avoir lieu sur 3 semaines pour parler des Juifs déracinés qui ont vécu une migration forcée, que ce soit d'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, du Yémen, de la Libye, entre autres, ou de la Syrie et du Soudan. Alors, comment les Juifs vivaient dans les pays arabo-musulmans? Comment sont-ils partis? Quelles contraintes ont-ils subies? Comment ont-ils été considérés que par les pays d'accueil et par la communauté internationale? Et qu'en est-il de la question des réfugiés juifs? Alors, ce sont des questions et des récits qu'on commence à entendre maintenant par pudeur. Beaucoup n'osaient pas parler jusqu'à présent. Et à la fin de la présentation de ce soir, vous allez avoir des témoignages faits très simplement et touchants. À savoir que le 30 novembre prochain, c'est la journée de commémoration de la journée mondiale de l'exil des Juifs des pays arabes. Et chaque année maintenant, depuis plusieurs années, il y a l'association JIJAC qui organise un événement et là, il y a un film qui sera présenté. Et donc, on va pouvoir faire le tour de la question. Pour répondre à ces questions-là, il y a la table ronde la semaine prochaine à 20h sur Zoom également. Mais ce soir, nous pensions que c'était intéressant pour vous d'avoir un contexte historique d'abord. Et on voulait pouvoir l'évoquer avec la célèbre journaliste blogueuse Lynn Julius, auteure de Uprooted, Déracinée. Bonsoir Lynn. Bonsoir Irma. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Londres ce soir. Vous avez écrit How 3000 Years of Jewish Civilization in the Arab World Vanished Overnight. Comment 3000 ans de civilisation juive a disparu du jour au lendemain des pays arabes. On voit le livre derrière vous, Uprooted, qui a été écrit d'abord en version anglaise et maintenant il y a plusieurs traductions. Alors vous êtes auteur, vous êtes spécialiste de l'histoire des Juifs des pays arabes, cofondatrice d'ARIF, c'est l'association en Angleterre des Juifs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Vous êtes vous-même fille de réfugiés d'Irak. Et Uprooted, c'est votre premier livre qui a été publié en 2018 aux éditions Valentine Mitchell, qui a été très largement salué par la critique, que ce soit The Guardian, Huffington Post, Jerusalem Post, Time of Israel et j'en passe. Votre livre se concentre vraiment sur l'Exode et ses causes. Et c'est surtout pour vous le résultat d'un travail de 10 ans de recherche exprimé dans ce livre de façon très claire et très précise. Alors ce soir, vous allez pouvoir nous permettre de comprendre avec votre présentation le contexte historique. Je tiens à préciser que cette conférence sur Zoom vous donne également la possibilité aux auditeurs de poser des questions. Et pour pouvoir le faire, vous pouvez le faire en écrivant vos questions sur le chat. Et en fin de présentation, on va en relayer certaines pour pouvoir communiquer avec Lynn Julius. Nous sommes ravis de pouvoir entendre votre présentation. Merci, Lynn Julius. Merci Irma, je suis absolument ravie d'être ici et merci pour m'avoir invitée. Je vais maintenant partager mon écran, Simon. C'est tout bon. C'était bon. Très bien. Voilà. Alors, bonsoir encore. Je suis absolument ravie d'être avec vous et merci d'être venu m'écouter. Donc, comme Irma a dit, voici mon livre que je vais présenter. C'est en anglais. Jusqu'ici, il n'y a pas une édition en français. J'espère que peut-être vous connaissez un éditeur qui voudrait le traduire. Je suis très contente de dire que c'est en 4 langages, en 4 langues en ce moment. Donc, anglais, norvégien, et puis on fait une édition en portugais qui sera lancée le 30 novembre, le jour mondial de l'Exode, au Brésil. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller, mais je pense prendre contact avec les gens au Brésil par Zoom. Et puis,
On fait une traduction aussi en arabe qui sera vraiment, je crois, très important. Il faut absolument atteindre un public qui parle arabe. Donc, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? D'abord parce que il n'existe pas vraiment beaucoup de matériel hors du domaine académique vraiment sur ce sujet. Vous avez de la chance, vous francophones, parce qu'il y a plus de livres en français, par exemple par Batior, par Georges Bensoussan, Nathan Weinstock, Shmuel Trigano. Il n'y a pas tellement en anglais. Il y a le livre de Sir Martin Gilbert, je ne sais pas si ça existe en français, et c'était vraiment le premier livre qu'on a pu trouver dans les librairies dans les villes. Donc, moi, j'ai essayé vraiment de faire un ouvrage qui relie l'expérience des Juifs à travers 10 pays arabes. Et c'est le résultat vraiment de 10 ans de blogging, si on peut dire. J'ai un blog qui s'appelle Point of No Return, malheureusement en anglais la plupart du temps. Après 10 ans, j'ai vu que j'avais plus de 5000 articles, petits articles, et puis j'ai appris tellement, j'ai vu qu'il y avait des thèmes en commun qui vraiment que je voulais mettre dans un livre, et c'est ce que j'ai fait. Une autre raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est ma famille personnelle, mon histoire personnelle. Mes parents sont des réfugiés juifs d'Irak, de Bagdad. Ils sont arrivés en Angleterre en 1950. Ils faisaient partie d'une minorité de juifs irakiens qui se sont retrouvés en Angleterre. La plupart de la communauté, qui comptait à l'époque 150 000 juifs, sont allés en Israël. Donc, malgré le fait que je suis née en Angleterre, vraiment l'histoire des Juifs d'Irak m'a hantée pendant que j'étais adolescent. En 1967, vous savez que c'était la guerre des 6 jours, une grande victoire pour les Israéliens, mais c'était une défaite catastrophique pour les pays arabes. Et le régime en Irak a commencé à prendre sa vengeance contre les 3000 et quelques juifs qui étaient restés en Irak. Donc, le gouvernement a commencé à la persécuter. Il a coupé leurs câbles téléphoniques. Il les a chassés de leur emploi. Ils ne pouvaient pas aller faire leurs études. Et avant tout, ils ne pouvaient pas quitter le pays. C'était des otages. Et parmi eux, j'avais mes 4 grands-parents, mes cousins et des tantes, des oncles, et ils ne pouvaient pas sortir. Le 27 janvier 1969, il s'est produit un événement absolument tragique. 14 personnes, dont 9 juifs, ont été pendus dans la place de Libération à Bagdad, et 1,5 million d'Irakiens sont venus chanter et danser sous leur corps. Et ça, ce n'était que le début, parce que 50 juifs ont été arrêtés, emprisonnés, et on ne sait pas jusqu'à nos jours ce qu'ils sont devenus. On n'a jamais retrouvé leur corps.
Et cette catastrophe, c'était vraiment énorme dans une si petite communauté. Donc, à la fin, 2000 Juifs ont pu sortir illégalement. Ils ont été passés avec l'aide des Kurdes et bien sûr avec la complicité d'Israël. Ils ont dû laisser leur maison en pleine nuit avec une valise seulement déguisée en arabe. Ils ont fait le chemin par le nord de l'Irak, le Kurdistan, et ils ont passé la frontière pour aller en Iran. Et l'Iran, à l'époque, était ami avec Israël. Il est vraiment incroyable d'y penser maintenant. Et c'est comme ça que le reste de la communauté, la plupart des Juifs sont sortis d'Irak. Et donc, le cœur de ce livre, le message essentiel, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé à ces Juifs? Parce qu'il y a eu 850 000 Juifs réfugiés des pays arabes. Et donc, je voulais simplement clarifier quelque chose. On les décrit comme séfarades, juifs séfarades. Il y a d'autres personnes qui utilisent le mot juifs orientaux ou bien mizrahim, mais il y a des gens qui les qualifient de juifs séfarades parce qu'ils suivent le rite séfarade. Selon la loi halachique, ce sont des séfarades. C'est bien ce que dit le professeur Shmuel Trigano. Donc, même s'ils n'ont pas mis le pied en Espagne, et c'est ça, le mot séfarade veut dire l'Espagne, vraiment. Même si ce sont des Juifs du Yémen, ils ont une culture religieuse séfarade. Migration forcée, oui, c'est certain. Les Juifs, si on voit cette carte, cela vous indique les pays dont je parle. Donc, à l'ouest, vous avez le Maroc, à l'extrême ouest, et vous avez 10 pays jusqu'à l'est, et vous pouvez voir le Yémen qui est vraiment tout en bas de l'Arabie saoudite. Alors, migration forcée, c'est sûr, parce que si on compare la réduction de la population juive en Europe, on voit que la réduction a été beaucoup plus dramatique chez la population juive des États arabes. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu génocide, loin de là. La plupart des Juifs ont survécu à cette réduction dramatique. Et voilà. Alors, ces Juifs, ce sont des Juifs autochtones. Ça veut dire qu'ils sont dans la région vraiment depuis l'époque de la Bible. Et si vous regardez cette colonne à droite, vous voyez que les communautés se sont établies à la première, deuxième ou troisième, au troisième siècle avant l'ère chrétienne. Et puis, la région, vraiment, on peut dire, elle a une histoire juive presque aussi intense que celle de Eretz Israël, d'Israël elle-même.
il y a eu 17 figures bibliques qui ont vécu, qui sont morts au Moyen-Orient, et il y a 5 prophètes. Et si on voit la première colonne, on voit que les communautés en 1948 avaient des centaines de milliers de juifs ou bien des dizaines de milliers de juifs qui habitaient ces pays. Et aujourd'hui, on pourrait les compter sur les doigts de la main. L'exception, c'est vraiment l'Iran, que j'ai inclus ici, bien que l'Iran ne fasse pas vraiment partie de l'exode, parce que l'exode des Juifs de l'Iran s'est produit 30 ans après 1948, en 1979, quand les ayatollahs ont pris le pouvoir. Vraiment, ces communautés sont extinctes. Il n'y a plus de vie communautaire, sauf au Maroc et en Tunisie. Mais on peut bien imaginer que dans 1 ou 2 générations, même au Maroc, même en Tunisie, il n'y aura plus personne. Alors, la communauté d'Irak, elle remonte aussi au temps de la Bible, 2600 ans. Et les origines de cette communauté vraiment sont quand le roi Nebuchadnezzar a emporté comme esclaves les Juifs de Jérusalem et les a emmenés à Babylone. Et encore aujourd'hui, la communauté ne se dit pas irakienne, elle se dit la communauté juive de Babylone. Et si vous avez l'occasion de visiter le centre d'héritage, le musée des Juifs irakiens, qui se trouve à Or Yehuda, assez près de Tel Aviv, je vous le recommande parce que c'est très intéressant. Il s'appelle les Juifs de Babylone. Ici, vous voyez le tombeau du prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel, son tombeau se trouve au sud de Bagdad, à peu près 2 heures de route. Et à gauche, vous voyez les prêtres ou comment on dit, les gens qui écrivaient des prières ou des bénédictions pour les pèlerins qui venaient visiter le tombeau. Et il y en avait peut-être 5000 visiteurs, surtout à l'époque de Shavuot et entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et vous voyez à droite les inscriptions en hébreu qui entourent la chambre où se trouve le tombeau d'Ézéchiel. Alors, il y avait à côté de ce tombeau une synagogue, mais on sait que dans les dernières semaines, cette synagogue a été démantelée. Et c'est ce qui se passe petit à petit. Le caractère juif de ce lieu a été changé complètement. Alors, si vous voyez maintenant ce qui s'est passé, vous n'allez pas reconnaître ce lieu parce qu'on a construit une mosquée énorme, une mosquée chiite, sur l'emplacement du tombeau. Le tombeau lui-même se trouve, c'est un tout petit morceau de ce site. Et on peut imaginer que si un juif venait visiter et demandait de visiter le tombeau d'Ézéchiel, on ne lui donnera pas permission
parce que cet endroit est réservé pour les musulmans. Et donc, d'une façon, c'est ce qui s'est passé vraiment à tout l'héritage juif de cette région. Elle a été effacée ou bien elle a été transformée ou adaptée à d'autres objectifs. Et on sait très bien que des routes ont été construites, par exemple sur les cimetières, des synagogues ont été transformées en gymnases, ou bien on a laissé vraiment le tout tomber en ruine. Et c'est ce qui vraiment s'est passé au Moyen-Orient. L'exception, je dirais, c'est vraiment le Maroc, où le roi a investi beaucoup d'argent à la restauration et la préservation de sites juifs, de synagogues, de quartiers juifs, de cimetières qui sont très bien préservés. Mais si on prenait une vue cynique, on pourrait dire que le tourisme vraiment est très important pour le Maroc, l'héritage juif est très important pour le Maroc, et donc il sait ce qu'il fait, le roi. Donc, passons aux prochaines images. On s'interroge, quelle était vraiment la relation entre les musulmans et les juifs pendant les 14 siècles où ils vivaient côte à côte. On parle beaucoup de cohabitation, on parle beaucoup de coexistence, mais cela présuppose une relation d'égalité. Mais il n'y avait pas d'égalité en droit. Le juif et le chrétien, d'ailleurs, étaient un dhimmi, c'est-à-dire qu'il était inférieur aux musulmans. Et il devait payer un impôt. Et cet impôt, c'était vraiment pour demander au gouverneur de le protéger. Donc, il payait un impôt, il payait de l'argent pour la protection, qui ressemble un peu à payer la mafia pour qu'on laisse en paix, qu'on vous laisse en paix. Donc, ils payaient la jizya, cet impôt, et puis il y avait toute une foule de restrictions et d'humiliations que le dhimmi devrait subir. Je souligne que la dhimmitude n'était pas toujours appliquée strictement. Ça dépendait du gouverneur, ça dépendait des pays et des époques. Et quelquefois, le gouverneur négligeait totalement le statut de dhimmi. Mais d'autre part, il y avait des époques où le statut était très appliqué et ça a mené, par exemple au Maroc, à la disparition des chrétiens, par exemple, en Afrique du Nord. Et les Juifs au Maroc ont été sous un régime très strict de dhimmitude, aussi au Yémen et aussi en Perse. Et encore aujourd'hui, les chrétiens, les Coptes en Égypte, ce sont les éboueurs. Donc, ils sont obligés à faire des métiers vraiment très, très humiliants et assez sales que les musulmans ne veulent pas faire. Et puis, les gens qui versaient les égouts, par exemple, en Irak, c'était des chrétiens.
Au Yémen, il y avait une classe très basse de juifs qui vidaient les égouts. Et ainsi de suite. Il y avait vraiment des métiers réservés pour les juifs. Et il y avait des époques où les juifs étaient si humiliés que, par exemple, au XVIIIe siècle, ils sont arrivés des gens qui suivaient le Messie Shabbatai Tzvi. Ben, c'était pas un vrai Messie. Et sont arrivés en Palestine, ils ont vu la manière dont les séfarades vivaient sous tutelle musulmane. Et puis eux ont dit, oh, on ne subit pas des humiliations comme ça. Ce sont les Ashkénazes qui disaient à propos des séfarades, c'est trop d'humiliation qu'ils subissent. Et les séfarades, comme on le sait, n'avaient pas le droit de monter jusqu'à la septième. Ils avaient le droit de monter seulement à la septième escalier, au tombeau des patriarches à Hébron, par exemple. Et donc, il y avait toute une liste d'humiliations et de restrictions. Bien sûr, il y avait des juifs, il y avait des juifs très riches, des juifs de cour qui étaient très prospères, mais eux aussi n'étaient dans l'insécurité. C'était un moment, ils pouvaient jouir de leur richesse et la vie était très belle, et un autre moment, le gouverneur pourrait les mettre à mort. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, à Chaim Farhi, qui était un homme très riche en Syrie. Et le gouverneur l'a torturé et il a fini par être assassiné. Donc, état très précaire, leur état était très précaire la plupart du temps. Et tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment on ne savait pas quel avenir ils allaient avoir. Tout dépendait du gouverneur. Alors, ce statut de dhimmi a été totalement renversé au XIXe siècle parce que les pouvoirs coloniaux ont, ont voulu, Léger. accroître leur influence dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et il s'est produit une véritable révolution parce que les pouvoirs coloniaux ont insisté sur l'égalité pour les juifs et les chrétiens. Donc le statut de dhimmi a été abrogé en 1856 partout dans l'Empire ottoman, mais pas dans le Maroc où il a subsisté jusqu'en 1925, pardon, en 1912, le début du protectorat français. Et le statut de dhimmi a aussi duré jusqu'en 1925 en Perse. Mais ce qu'on peut dire quand même, Lynn Julius, on peut quand même dire que ils ont eu la possibilité de se naturaliser, de prendre la naturalisation soit française, soit anglaise, et ils ont eu le choix, bien que leur statut n'était quand même pas au même niveau que les autres. Il y a eu des juifs qui ont pris la nationalité française, comme vous dites, ou italienne, mais c'était une petite minorité. Et c'était surtout des juifs séfarades qui ont obtenu cette nationalité en arrivant vraiment dans les pays arabes.
Donc la grande majorité n'a pas eu ce privilège. Donc en même temps que les pouvoirs coloniaux dont l'influence a grandi au 19e siècle, il y a eu le début de l'Alliance israélite universelle. Nous savons qu'il y a un groupe de juifs français qui ont voulu apporter au Moyen-Orient et en Afrique du Nord l'éducation occidentale, et ils ont voulu défendre les communautés juives et les protéger et leur équiper avec les langues, les talents, les sciences, euh, pour tout ce dont ils avaient besoin pour vraiment pour l'ère moderne, vraiment. Et ce réseau d'écoles, il y avait plus de 200 écoles répandues dans toute la région. Elle a transformé vraiment la condition des Juifs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Pour la première fois, les filles ont été éduquées, ont reçu une éducation. Et ce qui s'est passé, c'est une véritable révolution parce qu'au lieu d'être des dhimmis inférieurs aux musulmans, il y a eu une classe moyenne qui a commencé à émerger et qui a laissé derrière elle les musulmans qui n'arrivaient pas à vraiment atteindre le même niveau de vie. Les meilleurs métiers, les meilleurs emplois sont pris par des juifs. Et quand les pouvoirs coloniaux ont établi leur mandat et leur protectorat, c'est les juifs qui sont entrés dans l'administration. Ils ont commencé à dominer le commerce, le finance, les banques, et puis les musulmans vraiment ont été laissés derrière. Et donc, moi, je pense que c'est un facteur qui explique un petit peu la tension que nous trouvons de nos jours entre juifs et musulmans. Ça n'explique pas tout, mais c'est un facteur dont il faut prendre conscience. Mais quand on interroge les juifs sur l'ère coloniale, c'est toujours un âge d'or. Leurs maisons étaient confortables, ils avaient des serviteurs, la nourriture avait un goût meilleur, n'est-ce pas? Et tout allait très bien. Mais en fin de compte, cette époque fut très courte. Elle n'a duré que de la fin du 19e siècle aux années 1940, quelque chose comme ça. Mais quand même, c'était un âge d'or, et c'était un âge d'or culturel et artistique aussi bien que financière et commerciale et sociale. Donc, vous avez ici des musiciens, par exemple en Irak, vous aviez des musiciens comme les frères Al-Kuwaiti. Et en Irak, les Juifs dominaient la musique. Sur 250 instrumentalistes dans les années 30 et 40, il n'y avait que 3 musulmans et le reste, c'était des Juifs. Et on se demande pourquoi est-ce que les Juifs jouaient mieux la musique que les musulmans. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'un imam musulman avait lancé un fatwa contre
l'apprentissage de la musique chez les musulmans. Et donc, les Juifs ont pris leur place. Cet âge d'or, c'était aussi un âge d'or de films, par exemple en Égypte, qui était le Hollywood du film. Il y avait, par exemple, des actrices juives comme Liliane Levy-Cohen, qui est sur ma couverture ici. Et son nom de film, son nom de scène, c'était Camélia. Et cette jeune femme, elle a fait peut-être 18 films dans l'espace de 3 ans. Malheureusement, elle est morte dans un accident d'avion. Et elle n'avait que l'âge de 31 ans, je crois. Et on disait à l'époque que c'était le roi Farouk qui a causé l'accident parce qu'elle était la maîtresse du roi. Et voilà, c'était peut-être juste une histoire de complot. On voit en bas à gauche Laila Mourad, qui était la grande vedette en Égypte et qui, jusqu'à nos jours, on joue sa musique, on écoute sa musique, on voit ses films, mais les Égyptiens, les Arabes, la plupart du temps ne savent pas qu'elle était juive. Et ici, un exemple à droite d'un musicien très, très fameux en Algérie, Salim Halali. Mais cet âge d'or, vraiment, s'est terminé avec la montée de l'antisémitisme. Il y avait un genre d'antisémitisme colonial. Et on a parlé de Juifs ayant obtenu leur nationalité française ou anglaise, et c'était bien le cas en Algérie. Les Juifs avaient la nationalité française. On leur a imposé par le décret Crémieux en 1870 la nationalité, ou il y a la citoyenneté française. Et ici, vous voyez un livre antisémite qui a été écrit par Édouard Drummond, que vous savez a mené la campagne contre Dreyfus. Dreyfus, c'était le capitaine juif qui a été accusé d'avoir trahi la France, bien sûr. Drummond était le représentant d'Alger. Et l'Algérie était bien une partie de la France. Elle faisait partie de la France. Yeah. C'était un département de la France. Voilà. Et les pieds noirs, il y avait des éléments très, très antisémites et qui ressentaient que les Juifs avaient la citoyenneté française, qui ne le méritaient pas. Donc, ils ont même causé des incidents antisémites à la fin du 19e siècle. D'un autre côté, les Arabes qui n'avaient pas la citoyenneté française ressentaient les Juifs parce qu'ils devaient être des dhimmis inférieurs. Et donc, les Juifs avaient été entre les deux côtés. Bien sûr, les pouvoirs coloniaux ont été très contents d'exploiter les Juifs pour leur talent, pour leur langue, pour tout ça. Mais à la fin, ils n'avaient pas toujours envie de protéger les Juifs quand il y avait des émeutes, par exemple. Et on voit
chez les Anglais, aussi bien que chez les Français, qu'il y avait des émeutes contre les Juifs et les forces de l'ordre ont pris des heures pour arriver, contrôler la situation, par exemple, où ils ont laissé massacrer les Juifs. Et je crois que l'ultime trahison vraiment a été pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les gouvernements Vichy pro-nazis ont été établis en Afrique du Nord. Ils ont commencé vraiment à priver les Juifs de leurs droits. Et c'était là la première étape de la solution finale. Et si les Alliés n'auraient pas été vainqueurs à El Alamein en 1942, le sort des Juifs en Afrique du Nord aurait dû être très différent. Il y a aussi eu une autre forme d'antisémitisme, et ça, c'était l'antisémitisme associé au nationalisme arabe. Dès les années 30, ont émergé des partis ultranationalistes arabes, par exemple le parti nationaliste syrien social. Et ce parti existe encore aujourd'hui, influencé par les nazis, comme on voit. Le symbole vous rappelle un autre symbole, je suis sûre. Et ces partis vraiment voulait l'indépendance pour les États arabes, pour les peuples arabes, mais il voulait exclure tout ce qui n'était ni arabe ni musulman. Donc les minorités se sont trouvées vraiment marginalisées et à la fin exclues de ces États. Il y a eu une autre forme d'antisémitisme à cette époque, surtout dans les années 30, et ça, c'était l'antisémitisme de l'islamisme. On entend beaucoup de nos jours parler de l'islamisme, Al-Qaïda, Daesh, l'État islamique, Hamas, c'est la branche à Gaza des frères musulmans. À vrai dire, les frères musulmans sont vraiment les grands-pères de tous ces mouvements islamistes. Et ce n'est pas un phénomène moderne. Les frères musulmans étaient fondés en 1928 en Égypte par l'homme qui porte le fez à gauche, Hassan al-Banna. Et son mouvement des frères musulmans voulait rétablir le califat qui s'était effondré après la Première Guerre mondiale, avec l'écrasement de l'Empire ottoman. Mais je dirais qu'au cœur de leur philosophie, c'était l'antisémitisme. Et ce qu'ils ont fait, c'est importer des idées antisémites venues d'Europe. Par exemple, l'idée que les Juifs, c'était la source du mal, que les Juifs voulaient dominer le monde, qu'il y avait un complot juif. Et donc, les frères musulmans voulaient combattre les Juifs à tout prix. Et c'est eux qui ont commencé à inciter des émeutes contre les Juifs et contre les Coptes dès les années 30, bien avant l'établissement de l'État d'Israël, par exemple. Et donc, les frères musulmans voulaient aussi combattre les pouvoirs coloniaux, les Britanniques et les Français.
et ils ont associé les Juifs à ces pouvoirs. Les Allemands, qui étaient représentés par Fritz Krober, c'est l'ambassadeur allemand en Irak pendant les années 30. Il a commencé à intriguer contre les Britanniques en Irak. Il a financé les activités des frères musulmans. Vers la fin des années 30, il y a eu vraiment une forte alliance entre les nazis et les frères musulmans. Il y avait ce problème, ce petit problème que les Arabes n'étaient pas au début considérés comme des Aryens, c'était des Untermenschen. Mais à la fin des années 30, les nazis ont été persuadés que c'était une très bonne idée d'entrer en alliance avec les Arabes. Ils ont enlevé tous les passages anti-arabes de Mein Kampf. Et donc Mein Kampf a été traduit en arabe au début des années 30. Et le troisième partenaire dans cette alliance fut le fameux Haj Amin al-Husseini, le moufti palestinien de Jérusalem. Et lui, c'était un antisémite idéologique. On dit souvent qu'il voulait s'allier avec les Allemands pour raisons pragmatiques, parce qu'il était anticolonial. Mais je dirais que vraiment, il a établi une idéologie qui a pris les préjugés traditionnels contre les Juifs du Coran et il les a mélangés avec un antisémitisme nouveau, celui de l'Europe et du nazisme. Donc, même histoire, les Juifs veulent dominer le monde, ils font le complot partout et ils doivent être combattus à tout prix. Et Haj Amin al-Husseini a été envoyé en exil en Irak en 1939. Il a passé 2 ans là-bas où il a comploté contre le gouvernement pro-britannique. En avril 1941, il y a eu un coup d'État pro-nazi et puis les amis de al-Husseini, les pro-nazis, ont pris le pouvoir pendant 2 mois. L'Irak a déclaré la guerre contre les Alliés. Ils ont fait une alliance officielle avec l'Allemagne nazie et l'Italie, jusqu'à ce que les Britanniques ont envoyé une armée, ils ont pu chasser le moufti de l'Irak et tous ses amis. Mais pas avant une période où al-Husseini a incité la haine contre les Juifs d'Irak pendant tout un mois. Et tout cela a abouti dans un massacre terrible le 1er et 2 juin 1941, le fameux Farhoud. Et pendant ces 2 journées, presque 200 Juifs ont été tués. Il y a eu des scènes horribles. Ces 200 Juifs sont ceux qui ont été identifiés, mais on ne saura peut-être jamais le chiffre final parce que il y a toutes des familles qui ont disparu et il n'y a aucun témoin de leur mort. Et des gens disent qu'il y a peut-être 600 morts à la fin.
En tout Donc, cas, ce dont vous parlez, et c'est connu comme étant, des émeutes très violentes, où on voyait, des milliers d'Arabes musulmans courir dans les rues et être contre, enfin s'attaquer aux Juifs, essayer d'aller en dessous de leurs maisons, les voisins, il y avait vraiment une agressivité, une violence qui était affichée et qui est très, très forte. C'est un moment très marquant que vous racontez là. c'était un moment très marquant, comme vous dites, et ça a donné un choc à la communauté juive parce qu'ils n'ont jamais subi une chose pareille au XXe siècle. Et ça a vraiment ébranlé leur confiance. Et donc, 10 ans plus tard, on voit là la raison pour la disparition de cette communauté, parce qu'ils avaient peur d'une seconde épisode comme ça, un second Farhoud. Mmh. Et puis d'ailleurs, pour dire que le pouvoir colonial ne voulait pas toujours protéger les Juifs, l'armée britannique était aux portes de Bagdad pendant ces émeutes se produisaient. Ils auraient pu intervenir et arrêter le massacre, mais ils l'ont pas voulu faire parce qu'ils ne voulaient pas apparaître comme le pouvoir qui occupait l'Irak. Ils voulaient laisser faire aux Arabes. Tout cela pour vous dire que Haj Amin al-Husseini a fini par rejoindre Hitler à Berlin et il était l'hôte de Hitler. Il est resté à Berlin pendant le reste de la guerre. Et là, il faisait des émissions de propagande anti-juive qui a dû certainement avoir un effet sur le public arabe, la plupart desquels étaient illettrés et facilement incités. Et il disait mort aux Juifs, cela plaît à Dieu, à l'histoire et à la religion. Donc le voici ici avec sa rencontre très fameuse, très célèbre avec Hitler en novembre 1941. Et le but de cette rencontre, c'était de demander à Hitler la permission que le Moufti soit responsable de gérer l'extermination des Juifs, non seulement en Palestine, mais partout dans le monde arabe aussi. Donc, il n'allait pas s'arrêter à la victoire sur les Britanniques et les Français et les Alliés. Il allait jusqu'au bout, jusqu'à se débarrasser de tous les Juifs. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un antisémite idéologique. Et je crois que cette idéologie est restée d'une façon ou d'une autre dans la région, parmi les Arabes. Et c'est quelque chose qui s'est empiré vraiment dans les années 50. Il y a eu des nazis qui ont trouvé refuge dans les pays arabes et il y avait une très très forte propagande anti-juive. Donc, le Moufti a aussi établi des divisions SS musulmanes et vous voyez les soldats musulmans qui viennent de l'Yougoslavie ou l'Albanie ou la Bosnie, des musulmans qui font la prière. Il y a un mythe que la Shoah n'a pas touché aux Juifs des pays arabes. C'est un mythe absolu. Comme on le sait, il y a eu une occupation nazie en Tunisie
de 6 mois. Et vous voyez en haut les Juifs qui vont au camp de travail forcé. En bas, les Juifs libyens ont été touchés aussi. Il y a eu des camps de travail forcé, par exemple à Djado, qui est au sud de Tripoli, la capitale, où il y a eu 600 Juifs qui sont morts sur 2000. Donc, ils n'avaient pas assez à manger et puis il y avait beaucoup de maladies aussi. Et ces Juifs que vous voyez là, ce sont des Juifs de nationalité anglaise qui avaient été déportés à des camps sur le continent européen et même à Bergen-Belsen. Il y en a qui ont fini par être là-bas. Heureusement, la plupart a survécu, mais vous voyez qu'ils retournent à Tripoli après la guerre. Oui. Et donc aussi, pas bien connu, il y avait des camps de travail au Maroc ou bien sur la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et les prisonniers, là, construisaient la voie ferrée du Sahara. Et il y avait parmi eux des Juifs, plutôt des Juifs européens. Mais il y avait aussi des Juifs marocains de nationalité anglaise ou française. La grande question, c'est qu'est-ce qui est arrivé d'abord? Est-ce que c'est l'antisionisme ou l'antisémitisme? Parce qu'il y a vraiment un mythe qui dit que tout allait très bien entre Juifs et Arabes avant l'établissement d'Israël. Et là, vous voyez une carte postale qui représente une émeute à Fès, au Maroc, en 1912. Et à l'époque, il y a eu, je crois, 45 morts. Et donc, c'est évident qu'il y a eu des incidents antisémites avant l'établissement d'Israël. Et si vous... Oui? Oui, on comprend bien par votre explication que vous nous faites depuis le début que la problématique avec les Juifs, elle était existante déjà avant la création d'Israël. Et ça nous permet de comprendre qu'il y a eu plusieurs étapes, plusieurs phases en fait de persécution avant, pendant et après. C'est vraiment quelque chose qui revient. Oui, et puis j'ajouterais que si on prend en compte le sort des autres minorités, pas seulement les Juifs, qui vivaient dans la région. Je pense surtout aux Coptes, je pense aux Yazidis, aux chrétiens assyriens. Tous ceux n'avaient pas d'Israël. Et pourtant, ils ont été persécutés, ils ont beaucoup souffert, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça indique vraiment un problème fonctionnel dans la société ou la culture de cette région. Lynn Julius, il y a déjà des questions qui apparaissent sur le chat. Est-ce que vous voulez que je vous les pose déjà ou vous voulez terminer? Je vais terminer si ça va. D'accord. Merci. Bon, alors, on avance jusqu'à 1948. L'État d'Israël se déclare et 7 membres de la Ligue arabe déclarent la guerre contre Israël. Et en même temps, ils déclarent la guerre contre leurs propres citoyens juifs. Il y a eu aussi beaucoup de violence, il y a eu des centaines de juifs qui sont morts à l'époque. Et la Ligue arabe les membres de la Ligue arabe ont introduit des lois discriminatoires qui privaient les juifs de leur
de leurs droits, qui bloquaient leur compte bancaire et surtout qui ont criminalisé le sionisme. Donc, on pouvait être arrêté, on pourrait être emprisonné et on pouvait même être exécuté pour sionisme. Le problème, c'était comment est-ce qu'on définit le sionisme. Est-ce que si on a découvert un enveloppe de la Palestine dans la maison, est-ce que ça, c'est être sioniste? Par exemple, si on a un magen, une étoile juive sur sa tablette, est-ce que ça, c'est le sionisme? Et il y avait des exemples, par exemple, les Juifs en Irak étaient plutôt ceux qui avaient plus d'argent, ils portaient des montres et on les a accusés d'envoyer des signaux secrets aux sionistes. Donc, après un moment, la pression a monté tellement pour que ces communautés émigrent que Israël a réussi à organiser des opérations de sauvetage des ponts aériens pour transporter ces communautés en Israël. Et là, vous voyez les Yéménites, les Juifs yéménites, qui ont été les premiers à être transportés en Israël par le tapis magique, on a appelé l'opération. Oui, ça, c'est un événement vraiment très impressionnant parce que c'est des Yéménites qui n'avaient même jamais vu de voiture de leur vie et ils sont montés tout d'un coup dans un avion. Ça Voilà, rejoignait un petit peu l'histoire pour eux. C'était presque normal qu'on les sauve de cette façon-là. voilà. Et puis, exactement. Et puis, ils n'avaient pas peur de monter sur cet avion parce que le Shabbat, juste avant, ils ont lu dans la Torah ces mots-là. C'est Dieu qui dit, je vous ai transporté sur Zèle. des ailes d'aigle et je vous ai emmené vers moi. Mhm. Donc, ils n'avaient pas de peur, ils ont monté tout de même. Mhm. Et ici, vous voyez un laissez-passer d'un juif irakien que nous avons trouvé dans dans le marché des flea market, voilà, à Tel Aviv. Voilà, et puis, vous voyez le tampon à gauche, c'est marqué aller sans retour. Et c'était vraiment une expulsion. On pouvait quitter le pays. Ils étaient dépossédés de leur nationalité parce qu'ils quittaient le pays, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le pays. Donc, cette expulsion s'est produite vraiment quand l'émigration d'Irak est devenue légale. Et de même, les Juifs d'Égypte ont été expulsés dans les mêmes conditions, surtout en 1956. Ils ont eu le même laissez-passer. Donc, qu'est-ce qui est devenu ces Juifs? Donc, la plupart ont quitté en laissant leurs biens et sans avoir reçu aucune compensation. Et en Égypte, par exemple, il y a eu une classe assez aisée. Et donc, par exemple, la famille Zuckerman, elle a laissé derrière elle une vaste maison, une très, très belle maison, qui est maintenant l'ambassade suisse. Et il y a plein d'exemples pareils.
d'ambassades qui ont été jadis des résidences de familles juives. Par exemple, la résidence de l'ambassade russe a été la maison de Joseph Nissim. Le palais de Victor Castro, c'est maintenant la résidence de Jahan Sadat. L'ambassade pakistanaise, l'ambassade de Corée du Sud, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade du Canada, l'ambassade de la Hollande, et ainsi de suite. Toutes ces propriétés étaient des propriétés juives. Et les Juifs ont dû quitter avec 20 livres dans leur poche et une valise. Et voici Tahrir Square, qui à l'époque du printemps arabe était dans les journaux. Et ceci est tiré d'un article dans la presse hébreu. Et vous voyez là toute la colonne qui énumère les propriétés des Juifs autour de la place Tahrir. Quels est devenu ces réfugiés? Donc, 650 000 réfugiés sur 850 000 sont partis en Israël. Et à l'époque, en 1948, Israël était un petit pays très pauvre, sans ressources, et ils n'avaient que 600 000 résidents à l'époque, donc ils ont doublé leur population presque du jour au lendemain. Et Israël n'avait pas les maisons pour ces gens-là, n'avait pas les travails, les emplois, ils n'avaient même pas la nourriture. Et donc, Israël les a mis dans des camps de tentes ou des ma'abarot. Et ces camps sont restés parfois pendant des années. Ce n'étaient pas toujours des camps de tentes, mais de cabanes, d'étain ou de bois. Et ces ma'abarot se sont transformés parfois en villes. Par exemple, Sderot, qui se trouve au sud d'Israël, elle a commencé par être une ma'abara. Et beaucoup de villes en Israël ont commencé par être des camps de tentes. Et les conditions étaient atroces et il y a eu beaucoup de difficultés pendant les années 50, les années 60. Mais à la fin, l'intégration a été une réussite et les Juifs des pays arabes maintenant consistent à plus de 50% de la population d'Israël, juive d'Israël. Et donc, si on atteint la paix, il faudrait certainement prendre leurs revendications en compte. Et voici une invitation à un mariage dans un ma'abara avec une belle photo du couple. Et puis l'invitation dit venez célébrer notre mariage dans la cabane numéro 10, quelque chose comme ça. Mais pourquoi cette histoire a-t-elle été négligée? Cette œuvre d'art par l'artiste Meir Gal montre qu'il n'y a que 10 pages dans ce livre d'histoire dans une école israélienne qui est dévouée, consacrée à l'héritage et à l'histoire des Juifs des pays arabes. Tout ça commence à changer. Il y a peut-être 5 ans que le gouvernement israélien s'est réveillé
à la nécessité vraiment de hausser le profil de cette histoire. Et comme Irma l'a dit, nous avons maintenant une journée mondiale pour commémorer l'exode des réfugiés. Il y a aussi une loi qui a été passée à la Knesset en 2010 qui dit qu'on ne peut pas signer un accord de paix sans la compensation pour les réfugiés juifs des pays arabes. Avant de terminer, je vous laisse avec cette pensée. On appelle ce qu'on appelle le monde arabe est vraiment vraiment une région très riche, non seulement d'Arabes, mais de peuples autochtones, de tribus, de sectes, de religions, de groupes, tout à fait variés. Et donc, on n'apprécie pas souvent qu'il y a des peuples autochtones et certains ont réclamé vraiment l'autodétermination depuis la fin de l'Empire ottoman. Par exemple, les Kurdes réclament leur propre État. Et les Juifs c'est pas une anomalie que les Juifs, étant un peuple moyen-oriental autochtone, de demander leur propre État. Vraiment, ce ne sont pas des coloniales, ce ne sont pas des Européens, ce ne sont pas des étrangers. Ils sont absolument organiques et ils font partie de la région. Et la leçon que les minorités vraiment ont tous appris, c'est que pour survivre dans un environnement tellement difficile et hostile, il faut vraiment avoir son propre État et le pouvoir pour le défendre. Alors sur cette note, je terminerai et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous pour cette présentation vraiment très intéressante qui nous permet vraiment d'avoir un point de situation sur l'aspect historique de ces différents exodes. On l'a compris à plusieurs périodes. Il y a des questions qui ont été posées. Vous pouvez continuer à le faire sur le chat qui est soit en bas ou en haut de votre écran. Alors, Lynn Julius, il y a quelqu'un qui demande à savoir, pendant la période coloniale, il y a, vous avez dit notamment en Égypte, des Juifs qui ont pu avoir des postes dans l'administration. Alors, il y a une question qui se pose à savoir pourquoi on a donné ces postes aux Juifs et pas aux musulmans. Oui, alors j'ai touché à une raison, c'était qu'ils ont reçu une éducation vraiment excellente dans les écoles de l'Alliance, par exemple, et dans d'autres écoles. Par exemple, il y avait des écoles missionnaires, des écoles d'église ou de jésuites qui ont été vraiment très bien. Je crois qu'ils ont eu un niveau d'éducation, ils ont atteint un niveau d'éducation vraiment très, très haut. Et ça explique qu'il y a eu un ministre de Finances, par exemple, en Égypte, Katawi Pasha, et en Irak, il y a eu Heskel Sasson dans les années 20, pour cette raison-là. Et donc, et il y a des Coptes qui aussi sont entrés dans le gouvernement à cette époque. Oui. Oui. Oui, excusez-moi, comme on a encore des témoignages qu'on voulait pouvoir diffuser parce qu'on voudrait pouvoir illustrer aussi vos propos et on a quand même, on a bien avancé dans notre timing. Je voudrais vous poser encore une question avant qu'on entende un témoignage pour commencer qui a été posé notamment sur le chat, à savoir que ceux qui sont partis, il y a eu plusieurs considérations. Il y a ceux qui ont été maltraités, il y a ceux qui ont été emprisonnés, il y a ceux qui sont partis sans papier.
il y a ceux qui n'avaient plus accès à leur propriété, comme vous avez dit, ni à leurs biens, et qui ont été obligés de partir. Mais il y a une question qui a l'air de demander si c'était les conditions de vie qui étaient devenues impossibles ou c'était l'expulsion qui était devenue obligatoire. Mais je crois qu'il y a eu un mélange de tout ça. Je crois que, il y a eu, une expulsion, surtout en Égypte, une expulsion très dramatique en 1956. Il y a eu des conditions de vie impossibles, par exemple économiques. Il y a eu de la discrimination, que les Juifs n'avaient pas des licences de pouvoir faire le commerce, par exemple, ou bien ils devaient partager leur compagnie avec des musulmans. Donc, ça veut dire que Oui, ils devaient s'associer avec des musulmans. s'associer, voilà, s'associer et donc c'était un espèce d'étranglement économique. Mm. Puis il y avait, l'arabisation avec Nasser, qui voulait dire que, tout devenait vraiment en langue arabe et les Juifs, parce qu'ils étaient associés aux coloniaux, ils parlaient le français, se trouvaient vraiment un peu étrangers dans leur propre pays. Mhm. Mhm, mhm. Oui, il y avait Il y beaucoup avait de raisons. plusieurs choses. Peut-être que pour illustrer ce qu'on est en train de dire et pour illustrer cette question, je crois qu'on peut écouter un premier témoignage ces récits et ces témoignages se font assez rarement et cette fois-ci, ils ont été faits encore une fois sans prétention. On va entendre le témoignage d'une mère et de sa fille qui racontent ce qui leur est arrivé au Soudan. Elle raconte l'état d'esprit, les menaces, l'antisémitisme qu'elles ont subi, comment elles ont été chassées, comment la Suisse les a accueillies. Puis surtout, ça passe à travers le regard d'une enfant de 5 ans et demi au moment des faits, comment elle s'est adaptée à chaque étape de l'épreuve et de ce départ forcé. Cette conférence et cette présentation est enregistrée. À la fin des témoignages, on vous donnera l'adresse que vous pouvez contacter pour pouvoir avoir l'enregistrement. Et puis, on se retrouve juste après donc, le témoignage de cette mère et de cette fille du Soudan pour quelques autres questions. Merci. Simon, je crois qu'on n'entend pas. On n'entend pas, Simon. Lynn, vous entendez? Je n'entends rien. Non, Non. pardon. Simon, je crois que ça ne fonctionne pas. Simon? Voilà, c'est tout bon. Dans un instant, Merci. c'est les aléas du direct, hein, désolé. Voilà, c'est tout bon. Et quand Nasser est venu, alors je m'appelle Flore Elaini, je suis née à Khartoum, Soudan, en 1927. J'ai vécu au Soudan toute ma vie. Je me suis mariée avec Ibrahim Elaini, donc moi j'étais Annie avant. Je me suis mariée Ibrahim Elaini et nous avons eu 4 enfants et puis on vivait toujours au Soudan. Et quand Nasser est venu, tout a changé là-bas. Tout a changé. Tous les Soudanais, ils ont commencé à changer. On le sentait déjà. Et puis, même mon mari, il était associé avec un Babikr El Mesharraf. Il avait une fabrique de parfums et avec lui. Et, alors, il était parti au Hajj. Et quand il est retourné, mon mari voulait aller pour lui dire bienvenue. Alors il lui a dit, tu as vu qu'est-ce que j'ai apporté, ce joli cadre derrière moi? Il lui a dit, oui, j'ai vu. Il lui a dit, tu as lu? Il lui a dit, oui, mais moi je veux t'entendre à haute voix. Alors c'était écrit et le monde ne sera pas en paix jusqu'à ce que le dernier juif
soit tué par la pierre. Alors, et mon mari lui a dit, maintenant tu es content? Il lui a dit oui. Enfin, il y avait des choses comme ça. Même il y avait une fois la femme de notre avocat qui est venue pour me visiter. Et puis, elle m'a dit, s'il te plaît, dis-moi, où est-ce que tu caches l'engin avec lequel toi tu parles avec Israël? Je lui dis, moi, je parle avec Israël. Elle a dit, oui, oui, dis-moi, où est-ce que tu le caches? Donc, c'était tout le temps des choses comme ça. Et puis, tout avait complètement changé. Et quand mes mères est venue, c'était une très, très mauvaise période parce que là, ils nous ont confisqué tous nos biens. Et puis, ils ne voulaient plus me donner un visa de sortie parce que moi, j'avais mes enfants en Angleterre et je voulais partir les rejoindre. Et c'était par force qu'on m'a donné un visa de sortie. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que tu es retourné la dernière fois? Cette fois-ci, tu vas, tu ne viens plus. Et c'est comme ça qu'il m'a donné le visa de sortie. Mais mon mari était resté là-bas et parce que c'est pour nous faire vivre et il avait tout là-bas. Et quand nous sommes arrivés ici en Suisse, Genève m'a pas accepté comme réfugié et c'est avec force le canton de Vaud m'a accepté. Mais ma famille était ici à Genève et moi, on m'a pas autorisé ici. Ce n'est que quand je suis devenue malade 2 ans après qu'ils m'ont autorisé. Est-ce que tu as eu de l'aide de la Suisse? Non, aucune aide. C'était facile quand tu es arrivée? Non, c'était pas facile parce que j'étais toute seule au canton de Vaud. D'accord, merci. Alors, donc, moi, je suis la fille cadette de ma maman. Et donc, je suis née au Soudan. Je m'appelle Diana Kriafeleini. Et donc, je suis née en 1955. J'ai 65 ans maintenant. Je suis née aussi au Soudan, à Khartoum. Et à l'âge de 5 ans et demi, ils sont venus dans notre maison. Il y avait ma sœur aînée qui était là, mon frère et l'autre sœur étaient déjà en train de faire leurs études ici en Europe parce que l'éducation n'était pas à un certain niveau à partir d'un certain âge au Soudan. Et vu tous les ennuis qui commençaient, donc mes parents, ils avaient envoyé leurs enfants étudier en Europe. Ils sont venus avec des baïonnettes, des militaires sont venus avec des baïonnettes et des épées, et parce qu'ils disaient qu'ils voulaient nous égorger. Je me rappelle que ma sœur a vite filé dans une petite chambre qu'il y avait à côté. Mon père, il avait engagé un monsieur, donc c'était un Soudanais musulman du Soudan du Sud. Il était très costaud. Et puis, justement, pour nous protéger, parce qu'il commençait à y avoir des émeutes contre les Juifs. Et j'avais une nounou, il y avait notre nounou qui avait ce genre de grande robe africaine et puis qui a essayé de me mettre sous son jupon. Et je me rappelle, je l'avais poussée et je voulais m'avancer parce qu'en tant qu'enfant, je ne comprenais pas pourquoi on venait nous tuer, nous égorger. Et il venait tous les soirs parce qu'on dormait dehors, il faisait plus de 42 degrés, le Soudan c'est un pays très très chaud. Et on dormait à l'extérieur, il venait avec des pancartes devant notre maison comme ça, avec la mer plein de sang, des décapitations de juifs, avec une étoile jaune par-dessus, et puis eux sur une terre avec des couteaux et des épées. Et il y avait toute la journée, du matin au soir, des chansons « Idbah, idbah, idbah el Yahoud ». Ça veut dire « égorge, égorge, égorge les Juifs ».
اقتلوا واسحقوا واذبحوا وغدا. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, ça, je ne comprenais pas. Et j'étais excessivement, excessivement triste quand je devais quitter le Soudan parce que bon, j'étais née là-bas, mais à la fin, bon, c'était devenu trop dangereux. Donc, mes parents nous ont envoyés d'abord en Angleterre. Et puis, parce qu'on avait un oncle donc, en Angleterre qui avait déjà quitté le Soudan. Et puis, là-bas, bon, à l'école, malheureusement, ils n'aimaient pas, dans la première école où on nous avait envoyés, ils n'aimaient pas les juifs. Ils jetaient, par exemple, une de mes cousines par les escaliers, ils la mettaient dans les orties tous les jours. Moi, je devais rester debout toute la nuit, réveillée, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui leur passait par la tête. Et après, on s'était beaucoup plaint à mes parents. Et puis, donc, ils nous ont changé d'école. Et là, ça a été mieux jusqu'à notre arrivée en Suisse. À notre arrivée en Suisse, donc au départ, effectivement, on était à Lausanne. C'était très difficile, mais au fur et à mesure, je me suis intégrée. Arrivée à Genève, par contre, on me pointait toujours du doigt en disant mais pourquoi vous les Juifs, vous n'êtes pas restés là où vous êtes, pourquoi est-ce que vous avez dû aller en terre d'Israël? Je ne comprenais rien, franchement, parce qu'en tant qu'enfant, on arrive comme ça, on ne comprend rien. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents, mais c'est quoi être juif? En fait, c'est à travers les autres que j'ai appris un peu d'où est-ce qu'on, un peu le passé, etc. Parce que sinon, en fait, nous, on voulait tout simplement vivre comme les autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu raconté notre histoire, pourquoi on a dû partir malheureusement, parce que c'est vrai que c'était un déchirement. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que c'est assez touchant et marquant. Lynn Julius, il ne nous reste pas beaucoup de temps encore pour discuter, mais c'est très rare d'avoir des témoignages du Soudan parce que la communauté était très petite là-bas. Ah, Simon, on n'entend pas Lynn. Oui, Simon? alors Voilà. pas plus de 900 personnes, je dirais. Oui, c'est pas beaucoup. Donc, c'est vraiment à chaque fois des histoires personnelles extrêmement fortes qui ont été très rarement racontées finalement, que ce soit ceux qui ont raconté comment ils sont partis du jour au lendemain, comment ils ont laissé leurs valises où ils avaient le droit de partir seulement avec 30 kilos d'habits, une montre et une bague, et qu'arrivés à l'aéroport, ils ne pouvaient même pas garder ces choses-là. Il y a une question qui a été posée à propos d'une femme rabbin au nord de l'Irak. Lynn Julius, ça vous dit quelque chose? La question, c'est qu'il y avait une femme rabbin du nom de Barzani. Oui. La tribu actuelle de Barzani est-elle à la base juive, obligée de se convertir à l'islam pour ne pas avoir à migrer? Alors ça, je ne sais pas s'ils ont des origines juives. Peut-être Barzani est un nom assez commun en Irak. Mais c'est vrai ce que vous dites à propos de la femme rabbin. Elle a vécu, je crois, au XVIIe siècle ou quelque chose comme ça. Elle était la fille d'un rabbin qui n'avait pas de fils. Et elle était tellement bien informée, tellement sage. Elle connaissait la Torah tellement bien que ils ont fondé une yeshiva. C'était à Mossoul, je crois, au Kurdistan. Et donc son mari était le chef officiel de cette yeshiva, mais c'est vraiment elle qui faisait tout, qui enseignait là-bas. Oui. Alors, c'est vrai que à l'époque des négociations au Camp David avec Bill Clinton, il était ressorti la question des réfugiés palestiniens et de la compensation. Et à ce moment-là, on avait informé Bill Clinton des Juifs arabes qui, eux, étaient partis sans jamais avoir rien demandé, sans compensation, en ayant laissé leurs biens. Et il y avait un fonds qui devait être créé pour venir en aide aux deux parties. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est à propos de ce fonds? Alors, c'est toujours un projet.
de faire ce fonds. C'est un fonds international qu'on projette compenser, avec qui on projette compenser les réfugiés des deux côtés. Donc, ce serait peut-être la solution idéale. Par exemple, il y a des États comme l'Égypte qui ne peuvent même pas nourrir leurs propres habitants. Donc, cela aiderait à compenser les gens qui ont perdu. Mais il faut demander à Levana Zamir qu'est-ce qu'il en est de ce fonds. À vrai dire, je pense que on n'est pas là en ce Oui. moment. Mais vous, Il faut d'abord avoir la reconnaissance de ces réfugiés juifs. absolument. Et justement, ces questions-là vont être abordées, comme vous le dites, la semaine prochaine lors de la table ronde avec Levana Zamir, Emmanuel Navon, Stanley Uhrman et Jean-Pierre Alali. On va pouvoir aborder toutes ces questions parce qu'il y a une des questions qui est posée sur le chat, c'est de demander comment est-ce qu'on peut parler plus de cette histoire finalement. Comme je l'ai dit en introduction, on a beaucoup parlé de la Shoah, mais très peu des Juifs des pays arabes, peut-être un petit peu par pudeur. Pour ne pas parler d'un groupe de personnes plutôt qu'un autre. Mais on va continuer. Et puis, je vous rappelle qu'il y aura un film qui sera diffusé aussi lors de la journée mondiale de commémoration des Juifs qui sont partis, qui ont vécu l'exode des pays arabes, avec l'association Jijak, qui agit chaque année, notamment tout au long de l'année, mais aussi lors de cette journée de commémoration. Je vous propose de regarder et d'écouter les autres témoignages qui concernent plutôt l'Égypte, avec notamment Nora, qui elle a dû quitter l'Égypte. Elle est arrivée à Lausanne en passant par Paris, puis elle raconte comment elle a quitté l'Égypte, et puis comment ses parents ont été forcés de fuir le pays. Et puis c'est suivi du témoignage de Philippe et sa mère, Suzanne, qui racontent comment leur famille a été séquestrée, quelles ont été les contraintes qu'ils ont subies, et comment ils sont partis finalement du jour au lendemain. On les écoute. Alors, je m'appelle Nora Lombley-Craft Israël, nom de jeune fille. Je suis née à Alexandrie et je vis actuellement à Lausanne, après un parcours de vie un peu compliqué, en passant par une expulsion de mes parents. Mais avant ça, j'étais partie à Paris à 15 ans, accompagnée par ma sœur, parce que je venais de perdre ma meilleure amie dans un accident tragique et on avait voulu me faire oublier cet événement en me mettant dans un internat à Paris. Et donc, j'arrivais en terre inconnue et c'était difficile, c'était un choc. Mais donc, on s'est débrouillé un peu comme on a pu. Je retrouvais ma sœur tous les week-ends. Et puis, on a eu l'information que mes parents... donc, il y a eu des problèmes en Égypte, les premières expulsions, dont celle de mes parents. Mais nous n'avons appris qu'ils arrivaient au port de Gênes et qu'ils avaient été expulsés que quand nous les avons reçus à la gare à Paris. À Gênes, on leur avait dit qu'ils n'avaient droit à aucun soutien financier puisque l'Italie n'était pas en guerre avec l'Égypte. Donc, ils sont arrivés nous retrouver à Paris. Nous avions trouvé, ma sœur et moi, un très bel appartement de 5 pièces à Neuilly et nous étions très heureux de les accueillir. Nous ne savions pas comment ils arrivaient, dans quel état ils sont arrivés. Ils avaient tous les deux un baluchon fait avec une couverture. On leur avait volé leurs valises et leurs effets. Et puis donc a commencé notre première nuit dans cet appartement à Paris, où il faisait froid en plein hiver et
C'était un chauffage au charbon et nous ne savions au monde pas comment l'utiliser. Donc nous avons vécu les premières nuits très froides. Et nous nous sommes aussi rendus compte qu'il n'était pas possible de payer le loyer de cet appartement à Neuilly, un beau quartier. Et donc, mes parents ont trouvé la solution de partager l'appartement entre 5 familles dont nous ne connaissions personne. Et c'était un parcours aussi un peu compliqué, le partage d'une vie communautaire avec des gens qu'on ne connaissait pas, un peu comme Anne Frank dans son appartement, sauf que nous n'étions pas en danger physiquement. Et donc ensuite, ma mère a tout de suite trouvé du travail comme infirmière dans l'hôpital anglais. Et puis, a commencé notre vie à Paris, chacun essayant de faire quelque chose. Moi-même, pour payer le pensionnat, l'internat que nous ne pouvions pas assumer, j'ai proposé de travailler dans l'internat en gardant le dortoir des petites filles toutes les nuits, donc me séparant de mes camarades de classe. Et puis, voilà, on a tous travaillé, chacun de son côté, un petit peu, des petits boulots. Mon père avait plus de peine à trouver du travail et il a finalement trouvé du travail à Lézin d'abord, puis à Lausanne. Au fond, à travers des gens en Suisse que nous ne connaissions pas, mais il y avait une grande communauté suisse à Alexandrie où ma mère était active et mes parents ont été recommandés à des personnes en Suisse qui nous ont aidés physiquement et matériellement sans même nous connaître. Bonjour, je suis Philippe Ismailoun, né à Boulogne-Billancourt le 23 avril 1948, à côté de moi, ma maman, Suzanne Sarah Ada, donc épouse Herrera, née le 6 janvier 1926 à Alexandrie. C'est ça. Donc, famille installée en Égypte depuis à peu près 1700 et quelques. C'est ça. Voilà. Donc, en 1959, en mai 59, oui. Tu es informé que tes biens et les biens de toute la famille, 13 membres de la famille, sont sous séquestrés par le gouvernement égyptien. Exactement. Sans raison, d'ailleurs. Ils n'ont pas donné de raison. Oui, la raison était, quand même, on le sait. Nous étions une des dernières familles en Égypte, juives, je veux dire. Oui, on a été séquestrés parce qu'on était juifs. Exactement. Bien. Et donc, comment est-ce que tu as su que vous étiez séquestrés? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, c'est qu'on m'a téléphoné du Caire en me disant que vous sont mis sous séquestre et que vous aurez un séquestre particulier qui, ces jours-ci, va venir plutôt D'accord. tenir au courant. Et à partir de là, donc, le gouvernement égyptien... J'avais pas le droit les banques étaient bloquées, c'est-à-dire je n'avais pas le droit d'aller retirer de l'argent. Et j'attendais le téléphone de celui qui devait venir D'accord. Et donc, tu as rencontré le séquestre. Il t'a informé. Il est venu quelques jours plus tard me dire que j'étais informé, mais que plus rien dans la maison de mes parents ne m'appartenait. Plus rien. Il ne fallait pas que je touche à une cuillère ou à une assiette, que ça appartenait à Hukuma. Oui, au gouvernement. Hukuma.
Et donc, voilà, tu as vécu donc, depuis cette séquestration en 59 jusqu'à ton départ d'Égypte sous séquestre. C'est ça. Voilà. Alors, je devais négocier tout le temps avec pour payer le personnel. J'étais dans une maison où il y avait... oui, il y avait plusieurs personnes qui travaillaient, qui étaient employées. 6 personnes, au moins. Avec le jardinier. Oui. Et puis un jour, on t'apprend, donc, veux-tu décrire comment on t'a appris ton départ, que tu allais partir, que tu allais être expulsé? Oui, on m'a... donc c'était un jour de 1962. C'était 62. Presque tout le monde autour de moi avait été. J'ai déjà été expulsée depuis 2 ans, les uns après les autres. Alors, je m'attendais à être mis en prison parce qu'on mettait certaines personnes en prison à l'époque. Et j'aurais pu aussi être jetée en prison. Bon, j'ai eu la chance de ne pas l'être. Et jusqu'au jour où ils m'ont téléphoné, on va vous dire, et on m'a prévenu. Ça, c'était quelques jours avant le départ. C'était la veille du départ. C'était la veille du départ, exactement. C'était la veille. Donc, on te téléphone du Caire. Je ne sais pas d'où me téléphone, peut-être du bureau d'Alexandrie, le bureau des séquestrés, en me donnant un rendez-vous pour le jour de mon départ, donc le lendemain, le matin. Et en me disant très peu de choses, que j'allais être expulsée, que je devais produire des papiers pour leur dire où j'allais, ce que j'avais comme possibilité. Et ils m'avaient donné rendez-vous le lendemain matin. Donc on te donnait le choix de l'endroit où tu pouvais partir. Je l'avais pris. Oui. Je l'avais pris. Donc, on te prend tes papiers. On me prend les papiers et surtout, Et on te donne un laissez-passer. Ils écrivent sur un seul petit bout de papier, laissez-passer, valable 28 jours. Oui. Moi, j'étais dans un état en larmes, dans un état épouvantable à ce moment-là. Et j'ai appris qu'il fallait me fouiller, ok, je vais me déshabiller, etc., etc. Mais je venais d'être séparée de mon fils qui avait 10 ans. Il ne parle pas, il doit rester avec son père à 10 ans, 11 ans. Il y a des explications. Ils peuvent me mettre discret même, mais bon, le cas était différent. Mais tu m'avais dit que lorsqu'ils t'ont fouillé ton corps et tes affaires, tes petites valises à l'aéroport, ils ont pris les photos de moi. Oui, toutes les photos que moi j'avais de toi, des photos grandeur nature, photos de tu sais, pourquoi ils les ont pris? Je vais leur demander. Oui. Et toi, tu pleurais? À ce moment-là, je me suis effondrée. Effectivement, ces témoignages sont extrêmement touchants et c'est vrai qu'on ne les entend pas fréquemment. Les histoires de chacun sont très personnelles, très particulières, mais il est réel qu'ils ont eu à chacun ce qui les unit, c'est la peur et l'obligation de se retrouver du jour au lendemain sans ses biens, sans parfois les membres de sa famille, et se retrouver dans un endroit qu'on ne connaît pas, comment on va intégrer un nouveau pays. Comment va se passer la suite? En tout cas, on se donne rendez-vous pour pouvoir en parler, comme je vous l'ai dit, avec des experts la semaine prochaine à 20h pour une table ronde pour aborder justement ces questions de réfugiés, pour aborder ces questions de la communauté internationale et ce qui s'est passé en Israël. Lynn Julius, je vous remercie vraiment de nous avoir éclairé au niveau historique pour cette conférence. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir raconter ce que les parents, les grands-parents ont vécu, ce qui a été si peu souvent raconté. On salue cette initiative privée et notamment si cette conférence est enregistrée, donc il va y avoir l'adresse
de Victor et de Daniel qui vont apparaître à l'image pour que vous puissiez réécouter, si vous voulez, cette conférence. Et puis, on vous donne aussi rendez-vous le 30 novembre prochain pour une diffusion de film qui parlera toujours de l'histoire des Juifs arabes qui ont subi cet exode, histoire qui est là pour la commémorer régulièrement par l'association des amis Jijak qui fait cet événement le 30 novembre. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et Lynn Julius, merci beaucoup à vous. Je rappelle votre livre, How 3000 Years of Jewish Civilization in the Arab World Vanished Overnight. Ça vaut vraiment la peine de se le procurer et de le lire en anglais. Je crois qu'on arrivera à le faire. Et je vous dis merci à tous. Et on n'entend pas les applaudissements, mais ils sont là. Merci. Merci Lynn. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Just taking advantage of you, should charge the fee for